Il n'y a pas d'éditeur de jeu de rôle qui est vraiment allé sur le « ok, on fait un jeu de rôle numérique ». Parce qu'un jeu de rôle numérique, je ne pense pas qu'il aurait l'apparence d'un PDF. C'est pas juste un ensemble de règles abstraites là, que tu fais juste consulter. C'est pour ça qu'on voit maintenant dans l'électronique, il y a quelques jeux de rôle qui commencent. C'est surtout dans l'américain, où est-ce que tu vas avoir un livre, peut-être des cartes, des choses comme ça, et une application. Et l'application va faire plus qu'avec les règles, des choses comme ça. C'est plus dur. La première question quand on sort un livre de base de jeu de rôle, généralement, que les gens ont, c'est ça va être quoi le suivi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une mécanique qui s'est mise en place, il y a beaucoup de gens qui peuvent être potentiellement intéressés par votre jeu, mais qui attendent du suivi. Alors que l'industrie, j'appelle ça l'industrie, mais c'est l'artisanat du jeu de rôle, est plus capable, sauf rares exceptions, deux exceptions me viennent en tête, Toulouse et Donge, sauf rares exceptions, l'artisanat du jeu de rôle est plus capable de supporter des gammes comme il y avait dans les années 90 ou dans les années 80. Et donc on a une partie des joueurs et des MJ qui attendent encore quelque chose qu'ils estiment normal, alors que ça ne peut plus arriver. Et donc ils ne vont plus acheter votre jeu, ils ne vont pas acheter le livre de base en attendant la suite, puis vous n'allez pas vendre votre livre de base, et vous n'allez pas pouvoir faire la suite. Donc c'est vraiment, il y a tout le côté créatif, c'est avant, mais tout le côté de vraiment tirer le jeu pour le faire connaître, pour le faire vendre, pour le faire jouer, ça c'est après. Et cette partie-là est très difficile parce que la partie créative, on la maîtrise, on écrit, on... Et c'est la partie de fun, si on peut dire. Ben, c'est pas c'est le exemple, fun, on fait ça parce que c'est cette partie-là qu'on fait parce qu'on aime, alors que tu as tout le côté financier qui est tout à fait tout aussi important, sinon plus. Et là, évidemment, c'est pas ça qui nous intéresse comme créateurs. Mais c'est même au-delà de l'aspect financier, en tout cas, c'est c'est très lié à ce que pourquoi je le fais, c'est vous voulez que ce que vous avez fait, vous voulez que ce soit joué. Oui, il y a de la publicité à faire, il faut que tu visites les places, connaître le jeu, etc. C'est ça. Puis en même temps, c'est assez difficile d'en vivre. À part les très gros qui ont réussi, la majorité, même dans des Black Book, ils ont quelques personnes, mais qui en vivent dans leur compagnie. Ils sont un petit corps, puis les auteurs n'en vivent pas nécessairement. Il y a beaucoup de pigistes, fait qu'ils font des contrats ailleurs. À part quelques exceptions, surtout dans l'indépendant, vendre 300 livres, t'es tristement content. Mais 300 livres, là, quand tu sais qu'il te reste, même si tu fais 100% de ton livre, là, ben, il te reste combien? 100 piastres? Après avoir tout ce que tu as dépensé. 300 livres, c'est plus que 100 piastres. Oh non, mais ça, c'est... Sinon, mais tu ne vis pas de ça. Non, mais tu vends. Non, mais après avoir fait tes conventions, après avoir fait tes publicités, après... parce que tu calcules qu'il y a des choses que tu n'as pas calculées parce que tu l'as fait parce que tu aimais ça, mais c'est de l'argent que tu as mis de tes poches. Mais une fois que tu as commencé à enlever tout ça, il ne reste plus grand-chose. De ça, si tu il faut que tu produises beaucoup. Là. Tu sais, si tu calcules l'argent et le temps que tu sors de ta poche, oublie ça, tu es en train. Je veux dire, la seule personne que je connais qui vit 100% de ça au Québec présentement, c'est Andrew. C'est la seule personne. Il fait juste ça, lui. Il vit de ça. Il vit de ça. Il vit mal de ça. Regarde le nombre de conventions. C'est comme celui qui fait Top de Noir. Ben oui, parce que c'est Andrew. C'est ça. Le nombre de livres qui sort par année, le nombre de conventions. Il n'y a pas le choix. Du Nord. Il faut qu'il sorte au moins un livre par année. Justement parce qu'il y avait 3 autres conventions pendant les mois. Il n'est pas souvent avec sa famille, parce qu'il est tout le temps en convention. Il y a l'avantage que, bon, il est aussi il fait ses genres en anglais, fait qu'il est beaucoup aux États-Unis, mais fait qu'il y a quand même un plus gros pool de vente. Mais je veux dire, ici, vendre 300 livres, c'est vraiment super bon. Là, il y a une bonne équipe aussi qui le supporte. Oui, il y a une bonne équipe, mais c'est tout des pigistes. Oui. C'est tous des pigistes qui, eux autres, sont payés au compte-gouttes. Oui, mais il y a aussi un bon groupe. Puis une grosse partie, c'est qu'il a accumulé beaucoup d'argent parce qu'il y avait un gros poste avant de décider de faire ça. Puis maintenant, en fait, une grosse partie de ce qu'il fait vivre, c'est sa femme. Carrément. OK? Il vit de ça, mais je te dirais qu'il est 80% de ce de l'argent qui est rentré
est ressorti, puis c'est tout le 20%. Fait qu'il il gagne peut-être 700$, 800$ par mois qui lui reste à lui. Là. Fait que quand vous voulez faire un studio, vous êtes courageuse, surtout que vous êtes plusieurs. C'est surtout que nous, en tant que studio, on se donne aussi d'autres marges de manœuvre. Donc, on n'aura pas juste vous êtes un studio, vous ouais, êtes pas un éditeur. Non, c'est ça. Fait que nous, on va, non seulement on fait tout ce qui est RPG, ce qui veut dire jeux vidéo aussi. On va vraiment. Mais même en jeux vidéo, j'étais dans le domaine avant, puis c'est très dur aussi. Je veux dire, la majorité des compagnies, il y a 100 jeux qui font vraiment de l'argent par année, puis il y a 10 000 jeux qui sortent par année. Il y en a beaucoup, c'est ça. Qui est très cool. OK. Il faut juste. Il nous reste techniquement 13 minutes, puis ça, on n'a même pas encore parlé des questions. Je vais prendre les trois prochaines comme une seule. Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Qu'est-ce qui est le plus difficile quand vous faites dans tout le processus d'avoir un jeu de rôle? Pas juste la conception, mais aussi la publication. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Et qu'est-ce qui est souvent négligé, qu'on ne prévoit pas à l'avance? On se rend compte, hey, wow, attends une minute, là, faut que c'est des dépenses que je n'avais pas prévues. En général, qu'est-ce que vous pensez de ces aspects-là? La promotion. Le marketing, la promotion est souvent une dépense que tu ne t'attends pas à que ça soit aussi grosse. Exemple, une table au Comic-Con, des posters que tu amènes dans des boutiques, quoi que ce soit, ta propre visibilité. Ouais, c'est vrai, on te charge tellement cher aussi. Non. Ici, non, mais il y a d'autres conventions. Il y a d'autres conventions où... je sais que c'est pas la même chose. Des fois, on se fait inviter à une convention que, OK, oui, c'est gratuit. Il faut que je me rende pareil. Je veux dire, il faut une voiture, il faut du gaz, ou bon, paye-toi un billet de métro, peu importe. Fait que, des fois, les frais associés à ça, tu dis, ben, c'est des dépenses de tous les jours, que tu ne calcules pas, que tu ne penses pas. Il y a beaucoup de dépenses que tu oublies. Toi, tu promènes beaucoup à l'extérieur de Montréal pour faire ta promotion? Je l'ai fait, ça m'arrive encore. Je suis allé à Sherbrooke, je suis allé à Québec, on a fait la Geek Culture de la Naudière, des trucs comme ça. C'est sûr que principalement, ça demeure dans la région de Montréal et de la Rive-Sud. Mais on s'est rendu quand même à certains endroits plus loin. Christophe, tu veux dire? Oui, moi, ce que j'ai trouvé comme étant la tâche la plus difficile dans la création, c'est la transmissibilité. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, on a notre système dans la tête, on va travailler dessus, on travaille sur le background, on va tout balancer là, sur notre traitement de texte. Ça va être le fun, c'est créatif, et à un moment, il faut arriver à un moment à dire, bon, tout ça, il faut que j'arrive à le transmettre. Et le transmettre de manière à ce que les gens puissent l'utiliser. Et ça, c'est bizarre. C'est horrible. C'est horrible parce qu'on n'est pas forcément préparé à ça. On doit le transmettre visuellement, on doit le transmettre dans les mots, dans la façon dont on va architecturer les paragraphes, on doit le transmettre dans un langage compréhensible. La façon dont on va mettre les sections de notre jeu, la façon dont on va l'expliquer, c'est horrible. Je le dis à tous ceux qui veulent faire du jeu de rôle, écrire du jeu de rôle, c'est le pire. C'est le pire. Il n'y a pas de... bosse beaucoup là-dessus. Il n'y a pas de ligne de transmettre l'expérience du jeu de rôle directement à ton audience. C'est ça qui D'ailleurs, la première chose que je peux conseiller à toute personne qui veut créer un jeu de rôle, entraînez-vous à faire un speech de 2 minutes. J'allais dire en 30 secondes. Voilà. Il faut aller deux en fait. L'ascenseur en 30 secondes et celle de 2 minutes. Voilà. Si vous n'arrivez déjà pas à faire ça, ça va être dur pour la suite. Si vous arrivez à vous entraîner là-dessus, ça c'est bon. C'est ça. Trouvez votre outil de 30 secondes qui va vous amener à votre 2 minutes. Qui après vous allez pouvoir expliquer, bon, voici mon jeu de rôle, là j'ai un peu plus de temps pour l'expliquer. Bien souvent c'est comme des conventions, je suis sûr que ça t'est arrivé. Ok, tu as 2 minutes, explique-moi c'est quoi ton jeu de rôle. Faut que je te résume 400 pages en 2 minutes, c'est quoi là? Oui. Mais c'est pas ça, c'est exactement ça. Apprendre à distiller ce qui est important et ce qui va attirer les gens à ton jeu. Ça reste du sales pitch comme n'importe quoi que tu vas vendre. Moi, il faut que j'ai mon 30 secondes puis mon 2 minutes pour chacun des jeux de rôle que je vends.
Et j'ai la version 5 minutes quand je vais voir les magasins. J'ai la même affaire. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à faire ça sur des produits qui ne sont pas les miens. Même si les gens m'en donnent, c'est des Français, je ne vends pas ça de la même façon aux Québécois. Fait que mes sales pitch sont vraiment pas pareils. Là-bas, ils me vendaient ça d'une façon qu'ici, je suis obligé de vendre ça très différemment. C'est la même affaire. Mais ce qui coûte le plus cher, c'est comme je vais t'écœurer, M. Robert, en disant il y a une quinzaine de métiers dans le jeu de rôle. Ce qui coûte le plus cher, c'est tout ce que tu n'es pas capable de faire. Fait que, si tu n'es pas capable de dessiner, tes graphismes vont te coûter cher. Si tu n'es pas capable d'imprimer toi-même, l'impression va te coûter cher. Si tu n'es pas capable de corriger, la correction peut te coûter cher. C'est peut-être pas le plus cher comparativement au dessin, puis ça dépend aussi du nombre, mais ça reste que toutes les tâches que tu ne peux pas faire, c'est un coût énorme. Moi, connexement à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à être capable justement de transmettre, je dirais aussi que moi, ce que j'ai trouvé souvent le plus dur, c'est quand tu te rends compte que c'était très clair dans ta tête, mais que c'est impossible à rendre sur le papier. Moi, c'est plus d'une fois que ça m'est arrivé que, puis j'ai des heures, j'ai 20 heures qui sont passées, 30 heures qui sont passées sur un petit morceau du système qui va rendre tel élément intéressant puis faire tenir tout le reste ensemble. Puis, à la fin du compte, il faut que je me rende compte que dans ma tête, c'était très bien, mais que sauf si, soit c'est rendu énormément trop niche, il faut du monde qui a envie de trop se casser la tête, je pourrais jamais capable de vendre ça à qui que ce soit ça marche pas. Je dois juste en venir à la conclusion que ça marche pas, je scrape complètement ça et je repars. Et c'est dur parce que tu as mis du temps là-dessus, puis tu te dis, mais non, c'est pas si pire, mais oui. Et donc, il faut avoir un certain talent de vulgarisateur, être capable d'expliquer les concepts que tu as dans ta tête de façon simple pour que la personne puisse comprendre. D'ailleurs, souvent, moi, je pense que c'est comme le meilleur moyen de savoir si quelqu'un a compris. Est-ce qu'il est capable de te l'expliquer de façon claire et précise, simple? S'il est capable de faire ça, c'est parce qu'il a compris ce que tu lui as dit. Sinon, si il s'en fâche, puis c'est parce qu'il a mal compris. Ou que tu as mal expliqué, évidemment. Pour ma part, l'entraînement que j'ai pu faire pendant des années, c'est un petit peu comme Thomas. J'écrivais des scénarios de jeux de rôle pour des conventions, d'autres meneurs. Pour d'autres personnes, donc ça te permet de voir qu'est-ce qu'ils comprenaient ou pas. Et effectivement, et surtout, c'est un sacré défi, effectivement, d'arriver à leur faire en un certain nombre de mots de page, leur dire, ben voilà, il faut leur donner quelque chose qu'ils peuvent utiliser. Et ça, c'est un vrai entraînement. Okay. Donc, écrivez des scénarios pour votre propre jeu. Facile. Écrivez-les-en, et c'est un super entraînement. Et faites-les jouer par quelqu'un qui soit ni vos amis. Pour nous autres, c'est facile, parce que tu peux juste remarquer, tu sais qu'est-ce que tu pensais à ce moment. Non, mais je ne sais pas si c'est valable pour... Mais il ne faut pas faire confiance à son cercle proche, parce qu'ils ne vont jamais vous mettre le doigt où ça fait mal. Je veux dire, et en plus, ils vous connaissent, ils savent comment vous pensez, fait qu'ils sont capables de faire des déductions que toi, parce qu'ils te connaissent, mais que quelqu'un d'autre qui ne connaît pas ne sera pas capable de suivre. Et pour ça, les conventions sont un environnement vraiment très, très positif. C'est-à-dire qu'on voit vraiment des étrangers qui, des fois, ne vont pas mettre des formes, des fois, vont le faire de manière désagréable, mais des fois, vont vous montrer ce qui ne va pas ou ce qui va dans ce que vous faites. Et je pense qu'il faut aller chercher cette confrontation-là pour progresser. Parce qu'on ne peut pas vraiment créer quelque chose d'innovant en restant fermé sur soi. Non, c'est vrai. Passer à la dernière question. En fait, c'était pour ça rejoint un peu ce que Philippe avait parlé à propos de playtesting, pour faire le test de votre jeu. Pour ceux qui en ont fait, comment vous avez procédé? Moi, j'ai utilisé le club de jeux de rôle de mon cégep, qui est un bon cercle de joueurs de toute ta cabine, je dirais. J'avais des power players, j'avais des math crunchers, j'avais des joueurs plus narratifs. Donc, je pense que l'important, c'est de trouver comme une espèce de juste milieu pour que tes règles fassent à tout à chacun. Soyez attaqués de tous les côtés. C'est ça, pour que tous soient un peu comme couverts par l'idée des règles. C'est la tâche de chaque maître de jeu, dans le fond, d'adapter ton jeu à son groupe, parce que je ne connais pas ton groupe en tant que créateur du jeu. C'est toi qui as cette responsabilité-là. Mais comme je l'ai testé avec toutes sortes de joueurs, je me dis probablement que cet échantillonnage-là va être plus représentatif de l'expérience que tout le monde peut avoir.
souvent pour le test, en fait, quand je décide de faire un test, je vais tester quelque chose de très précis dans le jeu. OK. En disant, voilà, je veux tester la gestion des ressources, je sais pas moi. Je veux tester le combat, je veux tester ça à fond. Et je donne après des questions à mes testeurs. Des questions très orientées, très précises, parce que moi je ne veux pas qu'ils partent dans... Je veux des réponses à ces questions-là. Et mon test est réussi si j'ai obtenu des réponses à ces questions-là. Et puis petit à petit, effectivement, parce que la problématique du test, c'est que ça peut ne rien apprendre, et chaque test doit apprendre quelque chose à l'auteur. Que ce soit, ouais, c'est trop génial, ou que ce soit, non, il est pourri ton système. Enfin, quelque chose entre les deux. Préférablement. Et puisqu'on parle de test, alors il faut mettre son ego dans une boîte. Oui. Bien profond. Mais par contre, tous les conseils ne sont pas bons parce que quand tu es un auteur ou une autrice, ton objectif c'est de transmettre quelque chose. Hein. Je reviens toujours sur ça, c'est la transmission. Et ce que tu crées, c'est pour transmettre ça. Mais c'est pas forcément ce qui va être capté par la personne qui va utiliser ton jeu. Il va peut-être capter autre chose et dire mais là ton truc ça marche pas. Si, ça marche pour ce que je veux transmettre. Ça marche pas forcément sur ce que tu as compris, ce qui a été transmis. Ben, par contre, et je reviens sur le pourquoi de ça ne marche pas, pourquoi est-ce que ce que je veux transmettre n'est pas bien transmis, le problème est peut-être ailleurs. Voilà. Il ne faut pas forcément écouter tout le monde qui va vouloir tirer le truc dans son sens. Ouais, ça serait bien qu'il y ait une règle pour gérer ça. Non, mon jeu il ne gère pas ça. C'est pas son objectif, mon jeu. Pour vous autres, les faits, avez-vous des plans pour faire votre playtest? Stéphane, moi je vais devoir y aller, fait que je peux-tu passer? Oui, je vais passer. Je suis déjà un petit peu en retard, fait que je vais passer très vite. Nous autres, on l'a fait en plusieurs étapes. Première chose, on a testé aussi, comme Christophe disait, des parties très précises. Comme nous autres, c'était vraiment aussi un jeu en campagne, on a fait plusieurs campagnes avec différents groupes qui se faisaient sur du long terme. On a testé dans des conventions, autant ici qu'en Europe qu'aux États-Unis. Avoir vraiment des types de joueurs très différents. Un peu maniaques peut-être, mais de toute façon, on y allait à ces conférences-là pour autre chose. Fait que on a fait ça beaucoup comme ça. Pour les points précis, quand c'était de la mécanique qui n'est pas avec les émotions, comment le monde joue, mais le côté mécanique des dés, des choses comme ça, comme égaliser des monstres ou des sorts, des whatever. J'ai fait du code, de la programmation pour faire de la simulation, et chacun de mes combats, je refaisais le même combat entre 1000 à 10 000 fois. Le même combat, voir si les résultats restaient à peu près la même, si les chances étaient les mêmes. Marketing fondamental pour le futur, parce que j'ai remarqué ma propre réaction. Quand je commence à m'intéresser à un jeu de rôle, je vais rechercher si sur YouTube, il y a quelqu'un qui a mis une vidéo où il jouait pour voir comment ça tourne. Parce qu'on est à une époque où il y a de moins en moins de boutiques qui proposent de moins en moins de jeux de rôle. Donc on a moins l'opportunité d'y aller, de prendre le bouquin, de le feuilleter, d'un petit peu le bouquiner. De parler avec un vendeur qui sait. Tu parlais de transmission, et dans le jeu indépendant, ça peut être hyper fort, c'est-à-dire que l'auteur a des fois une idée très carrée sur qu'est-ce que le jeu propose comme partie, comme angle d'attaque, et le montrer sous forme de vidéo, c'est quelque chose qui est très puissant par rapport à juste le montrer sous forme de texte. Tout à fait, donc c'est pour ça que moi je compte faire des actual play pour justement aussi bien l'initiation à mon futur jeu que ça. Comme je dis, on n'a pas le choix. Là. Il était 27, là, donc techniquement il reste 3 minutes avant la fin avant le début du prochain panel. Donc, je vais voir si tout le temps. Attendre une dernière question. Merci tout le monde, ça a été super. Merci tout le monde d'être venu nous voir. On peut faire quelque chose.